Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Yann. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai acheté un appartement à 19 ans et mon parcours vers le succès Airbnb. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et laisser un petit commentaire. Ça fait super plaisir, je prends le temps de les lire et d'y répondre. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Récemment, j'ai posté un short sur TikTok et Instagram où je partageais quel était mon meilleur investissement. Dans ce short, je disais que j'ai acheté mon premier appartement à mes 19 ans et que je l'ai converti en logement Airbnb. Cette vidéo a suscité pas mal d'interactions, certaines négatives. On va vous mettre la vidéo juste ici. Quel est le meilleur investissement que tu aies jamais fait? Pour moi, mon meilleur investissement, c'est l'achat de mon premier appartement à mes 19 ans que j'ai converti en logement Airbnb. C'est un appartement dans lequel j'ai fait des travaux et j'ai mis un jacuzzi et j'arrive à générer de très très beaux revenus avec cet appartement. Tu conseillerais du coup d'acheter le plus tôt possible? Franchement, je conseille à tout le monde, dès que c'est possible en tout cas, c'est de le faire. Dès qu'on a la capacité financière et la possibilité de le faire, il faut acheter. Et les différents commentaires que j'ai reçus. Donc comme on peut voir sur ces captures d'écran, on a des commentaires qui reviennent comme quoi je suis un mytho, comme quoi je n'ai pas acheté cet appartement à 19 ans, comme quoi j'ai un pseudo-frère qui est footballeur, pas à ma connaissance. Je pense que si j'aurais un frère footballeur, j'aurais pas acheté un appartement, mais plutôt peut-être plusieurs immeubles. Malheureusement, c'est pas le cas, mais j'aurais bien aimé. Comme on peut voir dans le deuxième commentaire, on me demande quel est le meilleur mytho que j'ai jamais fait. Donc voilà, moi je suis quelqu'un d'assez transparent, c'est pour ça que j'ai souhaité faire cette vidéo, car j'ai remarqué qu'il y avait un certain engouement par rapport à ça, le fait que j'avais acheté mon premier appartement à 19 ans. Donc je vais vous expliquer mon parcours, comment ça s'est passé, comment tout s'est déroulé, étape par étape. Pour commencer, on va se mettre un petit peu dans le contexte. Donc, moi, j'avais 19 ans, je travaillais dans une société de chauffage qui s'appelait Cham EDF, donc on s'occupait des chaudières, etc. Et j'étais en CDI dans cette société. À savoir que je percevais un salaire qui était d'environ 1450 € par mois, et cela pouvait varier en fonction des heures supplémentaires ou de certaines primes. J'avais un ancien ami qui avait acheté un appartement lui aussi très jeune, donc moi, ça m'avait vachement motivé, et je m'étais dit, bah pourquoi pas moi? J'ai un CDI, j'ai un revenu, je sais que la situation actuelle, à ce moment-là, était plutôt bonne pour contracter des financements, etc. Donc je me suis dit, bah, si lui il a réussi, pourquoi moi je ne vais pas y arriver? Donc à ce moment-là, je me suis premièrement dirigé vers ma banque pour savoir quelle capacité j'avais d'emprunt, combien je pouvais me faire financer pour acheter un appartement. Il faut savoir qu'à cette époque, comme je l'ai dit, les taux étaient très très bas. Les banques prêtaient à énormément de personnes. Pour vous donner le contexte et une date exacte, on était sur l'année du coup 2019 et les dossiers de financement, etc., les premiers échanges étaient sur le début de l'année 2019. Donc au niveau du système bancaire, etc., on était vraiment sur, je pense, les meilleures années des 10 dernières années en termes de taux, en termes d'acceptation de prêts. C'était vraiment le top à ce moment-là. Donc moi, je me dis, Yann, tu as un CDI, tu peux essayer de te faire financer, tu peux voir avec ta banque ce que ça va donner. Donc moi, je me rapproche de ma banque, on fait les démarches, etc. Petite anecdote, je me rappelle de mon premier rendez-vous quand je suis parti voir ma conseillère. Donc j'ai pris un rendez-vous classique sur mon application, etc. pour un crédit IMO. Et puis je suis arrivé, elle me dit bonjour monsieur Gendret, du coup vous venez pourquoi? Comme je l'ai stipulé dans ma prise de rendez-vous, je suis venu pour savoir comment ça va se passer pour contracter un crédit immobilier. Elle m'a dit mais monsieur Gendret, là vous avez à peine 18 ans, 19 ans, vous voulez déjà acheter un appartement? Après, je dis, bah, bien sûr, moi j'ai un ami à moi qui l'a fait, j'ai entendu que c'était possible et que je rassemblais plutôt toutes les conditions pour que ça soit possible. Donc moi, j'ai envie d'essayer et ça me ferait plaisir d'avoir mon propre appartement. À savoir que quand on est jeune, comme ça, le processus d'achat, il n'est pas forcément simple. Déjà, premièrement, on le voit sur le premier rendez-vous. Bon, je ne dis pas que c'est une faute professionnelle ou quoi que ce soit, mais directement, on juge par rapport à l'âge. On se dit, bah voilà, il est jeune, pourquoi il veut acheter? Voilà, on a le droit d'avoir des ambitions, on a le droit de vouloir des choses et d'acquérir certaines choses, peu importe notre âge. Donc à partir de ce moment-là, une fois que moi j'avais consulté un peu ma banque et je savais approximativement combien la banque pouvait me prêter, à ce moment-là, j'ai effectué des recherches sur les différents sites, les différents portails immobiliers comme Se Loger, Le Bon Coin, etc. Et puis je consultais très régulièrement, on va dire, des appartements. D'ailleurs, j'avais un appartement, un coup de cœur que j'avais visité qui me plaisait, qui était parfait en termes de localisation pour moi, parce que je cherchais quand même un appartement qui était proche, on va dire, de mon travail. Donc, je travaillais dans le 94, donc je cherchais un appartement dans le 94, parce que moi, de base, j'habitais à Noisy-le-Grand, et ça me faisait un peu plus loin. Donc, je voulais me rapprocher de mon travail en termes de temps. J'avais trouvé un appartement qui me plaisait. J'avais fait une offre pour cet appartement. Je crois que j'avais demandé une petite négociation, etc.
mais il n'y avait pas énormément de demandes sur le logement, donc normalement ça devait le faire. Et malheureusement, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai pris, je pense que par rapport à mon âge, la conseillère immobilière du coup ne m'a pas favorisé. C'est-à-dire qu'elle a fait traîner les choses, et on voulait alors signer un compromis de vente, et elle a fait traîner les choses, du coup on n'a jamais signé ce compromis de vente, donc rien n'était acté, et au final... je suis revenu vers elle 2-3 semaines après, et au final, elle m'a dit que comme quoi elle avait déjà signé un compromis de vente avec quelqu'un d'autre, et que l'affaire, en gros, m'était passée sous le nez. Donc moi, gros coup de massue. Gros coup de massue, je suis un peu désemparé. L'appartement, j'avais eu une sorte de petit coup de cœur pour cet appartement, il me plaisait. J'étais parti le visiter au moins 2 ou 3 fois. J'étais en quelque sorte, on va dire, tombé amoureux de ce petit appartement. On a 19 ans, on connaît pas trop, on sait pas qu'est-ce qu'on peut avoir, à quoi on peut prétendre. Quand on a un coup de cœur, on a envie de l'avoir et on est focalisé dessus. Malheureusement, cette affaire, elle m'est passée sous le nez. Après, ça m'a mis un petit coup de massue, je me suis un peu ralenti dans mes recherches, etc. J'étais pas, on va dire, là à abandonner le projet, mais ça m'a mis un petit coup quand même. Mais j'ai quand même persévéré, j'ai continué. Donc j'ai cherché. Et un jour, j'ai contacté un agent immobilier qui me dit qu'il avait un appartement dans telle résidence, etc. Une résidence assez récente de 2012. Un appartement qui faisait 40 mètres carrés. Du coup, c'est celui que je suis propriétaire à l'heure d'aujourd'hui. Il faisait 40 mètres carrés. Et alors, il me propose de le visiter. Donc on va sur place, on le visite. Il me dit que du coup, il y aura la propriétaire avec nous, etc. Et qu'on pourrait visiter le logement. Donc lui, il m'affiche un certain prix, déjà un petit peu au-dessus de mon budget. Mais quand même, voilà, moi, l'appartement m'intéresse, je cherche un appartement activement, etc. Je me dis, écoutez, moi, je vais visiter, on va voir ce que ça donne. Donc lui, il m'affiche un certain prix, etc. Au final, moi, il me semble que je lui fais pas forcément de retour immédiat. Mais voilà, je continue encore à chercher des logements. Pourtant, le logement me convenait, mais... En termes de prix, je savais que financièrement, avec la banque, ça allait pas forcément suivre. Donc, je lui ai pas forcément fait de retour. Puis un jour, comme ça, j'ai eu une après-midi, j'étais avec ma femme, et puis elle partait dans un salon d'esthétique faire un soin. Et à ce moment-là, moi, je suis dans la voiture, et du coup, je l'attends. Et puis, je vais sur le Bon Coin, pareil, je suis toujours dans ma recherche d'appartement. Je descends. Bingo, je tombe sur l'appartement que j'ai visité avec l'agent immobilier. Donc, je regarde qui est le propriétaire de cette annonce. Et là, je vois que c'est pas l'agent immobilier. Je me dis, oh, c'est bizarre ça. Je ne comprends pas pourquoi j'ai visité un bien avec un agent immobilier. Pourquoi là, je retrouve la même annonce, le même appartement sur le Bon Coin, mais du coup, qui n'est pas au même nom. Donc, je décide quand même d'envoyer un message à cette personne. Et je lui dis, écoutez, moi, honnêtement, l'appartement, je l'ai visité. Je suis la personne qui est venue la dernière fois. Vous êtes qui, en quelque sorte? Vous êtes le propriétaire, etc. Donc la dame m'explique que oui, c'est elle la propriétaire. Et elle m'affirme qu'elle n'a signé aucun mandat avec ce conseiller, qu'il a insisté, mais vraiment insisté pour faire visiter quelqu'un, comme quoi il avait un acheteur, etc. Mais elle était presque même pas d'accord pour faire intervenir cet agent immobilier. Mais elle l'a quand même laissé. Et après, je lui dis, du coup, au final, on peut passer en direct. Et à savoir que moi, en fait, ce qui m'avait interpellé, c'est que j'avais vu le même logement, d'accord, que j'avais visité. Et par exemple, je ne sais plus le prix exactement, mais je pense qu'il devait être affiché à 170 000, quelque chose comme ça. Et en fait, sur le Bon Coin, il était à 151 000, ou peut-être un peu moins. Donc, il y avait sa commission juste au-dessus. Donc moi, après discussion avec la propriétaire, je lui dis, écoutez, on peut passer en direct. Par contre, moi, je ne veux pas de problème. Je veux que les choses elles soient claires. Moi, je veux que vous m'attestez sur l'honneur que vous n'avez aucun mandat avec cette personne. Parce que moi, je me suis renseigné sur Internet. Si, par exemple, un acheteur contourne un agent immobilier alors qu'il a visité le bien avec cet agent et il y a un mandat entre ces deux personnes, l'agent immobilier peut alors attaquer l'acheteur. Donc c'est pour ça que moi, j'avais un peu peur, surtout que je suis jeune, je connais rien, etc. Enfin, en tout cas, ce n'était pas mon domaine à ce moment-là. Je ne savais pas vraiment comment ça se passe. Donc, je me renseigne sur Internet et je vois qu'il y a quand même un risque pour moi en tant qu'acheteur, on va dire contourner un peu cet agent immobilier. Donc, la dame super réactive, elle me fait l'attestation sur l'honneur, elle me l'envoie, etc., par mail, scanné, etc. Donc, moi, je me dis top. Donc là, en fait, j'ai visité un appartement qui me plaît, qui était au final un peu trop cher, que je viens de retrouver sur le Bon Coin dans mon budget.
et je passe en direct avec la propriétaire. Donc au final, on fait tous les papiers nécessaires, puis après on se dirige du coup vers les procédures administratives classiques, notaire, c'est un compromis de vente, notaire, acte de vente, etc. Au final, cette vente s'est super bien déroulée, et puis du coup le 7 octobre 2019, je signe l'achat de ce bien et me voilà propriétaire à mes 19 ans. Une fois que j'ai acheté ce bien et j'en suis propriétaire, je suis fier déjà. Premièrement, je suis fier. La première chose que je fais, c'est que je récupère les clés et je vais voir ma mère. Et elle était super contente pour moi. Et puis je lui montre le trousseau comme ça de clés en lui disant voilà, ton fils il est propriétaire, c'est déjà une belle étape de la vie, quoi. Et j'avais que 19 ans et moi j'étais super fier de cette opération et je le suis toujours. Une fois que j'ai récupéré mes clés, à savoir que moi auparavant j'habitais dans un petit studio à Noisy-le-Grand dans le 93 qui faisait à peu près 18 mètres carrés. J'ai dû vivre à peu près un an et demi à 2 ans dans cet appartement. Donc à ce moment-là, déménagement. Déménagement, moi l'appartement à la base je l'ai vraiment acheté pour vivre dedans. C'est-à-dire pour continuer ma vie en tant que bon salarié qui achète son appartement, qui se colle un crédit au cul. Voilà, vraiment le profil, les citoyens parfaits français. Donc maintenant on est sur le déménagement. Donc on fait le nécessaire avec des amis à moi, etc. Je déménage, donc je raménage dans ce nouvel appartement. Et du coup, j'aménage avec ma femme, j'aménage avec ma copine à ce moment-là, qui est aujourd'hui ma femme, parce qu'on est mariés. Mais voilà, on est dans ce logement. J'ai dû y vivre à peu près un an. Non, j'ai dû y vivre vraiment 2 ans. J'ai vécu 2 ans pleins. Et puis un jour, j'ai eu un déclic. Franchement, j'ai eu un déclic. Ce déclic, il est vraiment parti de rien. C'est-à-dire que je voyais autour, sur les réseaux sociaux, etc., qu'il y avait des gens qui louaient des appartements avec des jacuzzis, etc., qui faisaient ça. Moi, je me suis dit, attends, moi j'ai un appartement, je peux peut-être faire des travaux, j'ai un peu d'argent de côté, etc., je peux faire la même chose, ça peut me générer tant. Je me dis, attends, pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Si ça peut le faire, on va essayer. Et en fait, j'avais cette idée en tête, mais voilà, c'était dans un coin de ma tête et voilà, rien n'était acté. Et un jour, j'étais à un mariage d'un ami à moi et on était tout plein d'amis à ce mariage. En fait, c'est un ancien ami de l'école, donc j'ai connu quelqu'un que j'ai connu au lycée qui s'est marié et du coup, il y avait tous les amis du lycée à son mariage. Et du coup, entre deux, je crois, entre la mairie et la salle, on est parti manger quelque part, tous ensemble. Et à partir de ce moment-là, on est à une table, on est une douzaine à peu près, et moi je lance le sujet. Je dis, les gars, je sais pas si vous avez entendu parler des appartements, jacuzzi, etc. En ce moment, ça a l'air de fonctionner. Je vois des gens qui ont des appartements, qui les louent. Vraiment, c'est vraiment pas mal, et en plus, c'est cher. Donc moi, je me basais sur des tarifs de 150 à 200 euros la nuit. Je me dis, waouh, 200 euros la nuit, on avoisine les 6 000 euros pour un mois. Je me suis dit, c'est incroyable. Donc moi, on parle de ça avec mes amis, et mes amis, ils sont du même avis que moi. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus en ce moment, ça marche de dingue, franchement super intéressant, etc. Moi, je rentre chez moi, donc le mariage est terminé, etc. Le soir, je rentre chez moi, et il y a ma femme à la maison, et je lui dis, écoute, il faut que je te parle. J'ai une idée de malade, et je vais le faire. Après, du coup, elle me dit, écoute, dis-moi c'est quoi? On peut voir ce qu'on peut faire, etc. Je lui dis, écoute, tu vois cet appartement, on va faire des travaux, on va le modifier, et on va mettre un jacuzzi dans la salle de bain. Et puis, on va le louer sur Airbnb ou en location courte durée, etc. Et puis, ma femme, elle me dit, écoute, c'est un beau projet. T'es très ambitieux, toi, comme toujours. C'est un beau projet. Écoute, franchement, moi, je trouve ça très intéressant. Si ça te dit, écoute, on va le faire ensemble et je vais t'accompagner et je vais t'épauler dans ça. Donc, c'est parti. À partir de ce moment-là, elle et moi, on se dit, ce projet, il est acté, on va le faire. Je pense qu'on a peut-être laissé écouler 2 ou 3 mois quand même entre cette discussion et le réel début des travaux. Parce que quand même, ça engage quand même un déménagement. Donc, faut se dire que moi, j'ai acheté un appartement, j'habitais dedans. Donc, si je prévois de faire des travaux et de le mettre en location sur Airbnb, il faut que je prévoie aussi de déménager dans un nouvel appartement, de louer, donc ce qui fait plus de charges, etc. Donc, il fallait avoir un petit peu les reins solides, on va dire quand même, pour se dire, je vais faire des travaux, déjà, je vais dépenser beaucoup d'argent. Deuxièmement, je vais déménager, ça va m'engager à payer un nouveau loyer en plus du mien que j'ai déjà sur mon appartement. Je vais devoir laisser une caution
Et il y aura toujours les frais de déménagement, etc. Donc, il fallait prendre tout ça en compte. Et c'est quelque chose qui était important. Donc, on a pris le temps de tout mettre à plat et de tout réfléchir. Une fois que tout était OK, on avait tout réfléchi, tout était lancé, on a alors décidé de vraiment démarrer les travaux. Une fois que les travaux étaient démarrés, pareil, ça c'est quelque chose dans laquelle moi j'étais totalement novice. J'avais pris une société extérieure pour faire les travaux, donc en réalité les travaux étaient principalement localisés dans la salle de bain. Agrandissement de la salle de bain, mise en place du jacuzzi, carrelage en marbre, etc. partout. Je pourrais vous mettre quelques photos de l'appartement pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble mon appartement. On vous mettra quelques photos de l'appartement que je loue sur Airbnb. Mais voilà, on a fait les travaux, on a vraiment tout lancé, etc. Pareil, une très grosse erreur que j'ai faite. Enfin, on apprend avec les erreurs. Hein. Mais par exemple, vu que ça se localisait dans la salle de bain et la chambre, moi je me suis dit que j'allais vivre dans le salon. En quelque sorte, j'avais un canapé lit. Et je me suis dit, bon, normalement, les travaux, ils sont censés durer 1 semaine et demie, 2 semaines. On va se serrer un peu dans le salon et ça va le faire. À ne jamais reproduire. Je tiens à vous le dire, si vous faites des travaux dans un appartement, prenez un hôtel, prenez un Airbnb à côté, mais restez pas dans l'appartement. C'est un mal de crâne, c'est waouh. Du coup, au final, les travaux, au lieu d'1 semaine et demie ou 2, ils ont duré 1 mois, voire 1 mois et demi. Donc 1 mois et demi dans une situation de travaux, c'était pas facile. C'était pas facile, c'était on va dire, de la poussière. de la poussière. On avait beau nettoyer, mais il y en avait encore. Donc vraiment pas facile. Une belle petite étape que je vais me rappeler. Enfin, c'est pas quelque chose que je vais oublier, quoi. Mais voilà, au moins je sais que pour la prochaine fois, le jour que j'ai à faire des travaux dans n'importe quel appartement ou quoi que ce soit, faut pas que je vive dedans. Et c'est ce que je vous conseille aussi. Une fois que les travaux étaient terminés, déjà on arrive un peu à court d'économie. On n'a plus trop d'argent. Enfin, quand je dis on n'a plus trop d'argent, c'est-à-dire que voilà, on vient de dépenser beaucoup d'argent pour les travaux. On a vécu un peu, on va dire, à l'arrache dans le salon. Donc c'était beaucoup de commandes de fast-food, etc. C'était un peu compliqué. Par contre, il restait encore la partie de faut qu'on déménage, faut qu'on loue cet appartement. Et faut que je reloue aussi un nouvel appartement pour que moi j'aille vivre dedans avec ma femme. Donc là on était dans cette situation, une situation quand même qui est un peu compliquée parce que ça demande déjà beaucoup d'argent, ne serait-ce que les travaux, le déménagement, etc. Mais on a tout mis en place. J'ai commencé à lancer le marketing de l'appartement. Donc j'ai payé des flyers, des choses comme ça pour partager sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, Instagram et TikTok. Donc j'étais présent sur ces trois plateformes et Airbnb, on va dire en support en plus. Donc j'ai commencé comme ça. Moi, d'après mes calculs, je me disais, écoute Yann, voilà, c'est le début, tu connais pas, tu as essayé quelque chose comme ça qui t'est passé par la tête. Ok, c'est cool. Tu es arrivé à la finalité du projet. Déjà, tu peux être fier de toi. Par contre, maintenant, il faut que ça marche. Il faut que ça marche parce que les caisses, il faut les renflouer. Parce qu'on a perdu pas mal d'argent là. Donc, il faut que ça marche. Je lance le projet. On est, si je ne me trompe pas, je crois que c'était un genre de 14 ou 15 du mois. Donc, il restait 15 jours dans le mois. Et moi, j'avais déjà déménagé. J'étais déjà dans mon nouvel appartement, etc. L'appartement était prêt à recevoir les premiers voyageurs. Et du coup, voilà, j'avais tout reçu, mon marketing, mes flyers, etc. Tout était en place, j'avais déjà fait de la pub, tous mes amis m'avaient partagé, etc. Il y avait déjà du monde sur le Instagram, du monde sur le Snapchat, etc. Première nuit, disponible, loué. Ok. Donc déjà, une première victoire, ça fait plaisir. Donc déjà, quand on se dit, waouh, ça plaît, ça intéresse, c'est top. Là, on est content. Et on va dire qu'à partir du 15 jusqu'au 30 ou 31 du mois dans lequel on a commencé, on a, pour pas vous dire de bêtises, on a booké 13 nuits, je crois, sur 15. Donc en gros, il y avait un delta de 2 nuits vides ou 3 nuits vides au maximum. Donc déjà, super beau début. Beaucoup de Snapchat, beaucoup d'Instagram, beaucoup de TikTok. J'utilisais encore très peu Airbnb parce que voilà, ça venait un peu après, etc. Quand j'avais personne, en gros, sur les réseaux sociaux, j'arrivais à louer sur Airbnb. Ça se fonctionnait plus comme ça au début. Et c'est-à-dire que par la suite, les mois se sont enchaînés. Et donc sur des mois de 30 jours, sur mes 31 jours,
Je faisais 27 nuits. Donc pour vous dire, hein, j'avais un objectif de 6 à 8 nuits par mois pour être tranquille. Voilà. Moi, c'était ça mon objectif. J'avais dit à ma femme, même à mes amis, écoutez, moi, si je fais 6, 8 nuits par mois, nickel, on va bien dormir, ça va être cool. Bon, déjà, je tiens à vous le dire, j'avais mal calculé mes trucs, parce que 6 à 8 nuits par mois, je serais déjà rentré dans mon appartement, parce qu'à bout d'un moment, ça aurait fait trop cher, etc. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que quand j'ai commencé ce projet, j'ai quitté mon travail. Donc, j'avais plus de travail, donc plus de revenus. Je faisais un peu d'immobilier à côté, j'avais des revenus immobiliers, je vendais des appartements, etc. Mais voilà, quand on vend des appartements, une vente c'est 3 mois, ça prend un peu de temps, etc. Donc c'était un peu short au niveau du timing, etc. Mais ça a super bien commencé. Et franchement, bah, j'en suis super fier. Premier mois, 29 sur 30. Deuxième mois, 27 sur 30. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et là, je me dis, waouh, j'ai créé quelque chose de... Enfin, pas j'ai créé, mais si, on peut dire que j'ai créé quelque chose d'extraordinaire. Et à ce moment-là, je me dis, waouh, je peux vraiment en vivre. Là, on est dans un stade où c'est-à-dire que j'ai pas de revenus salariés ou quoi que ce soit. Et je peux largement vivre de cet appartement. Et on parle de juste un appartement. Vraiment, c'est incroyable. Je peux dire que limite, cet appartement, il a presque changé ma vie. On passe quand même d'un salaire de 1 450 €, voire 1 500 à peu près. On commence à 8 heures, on finit à 17 heures. D'accord? Donc, c'est une journée complète. Où on se baisse, on se salit, les genoux, les coudes, etc. Moi, j'étais chauffagiste en quelque sorte. Donc, voilà, ça reste assez physique. Et là, on part de faire x5, x6 de mon salaire de salarié par mois. Waouh, c'est juste incroyable. Moi, à ce moment-là, j'étais dans une euphorie, super content que ça fonctionne, je me faisais plaisir, etc. La vie commençait à changer pour moi. Et, à savoir que moi et ma femme, on était tous les deux dans l'immobilier, donc on avait quand même beaucoup de temps libre à ce moment-là pour nous. C'est-à-dire qu'on s'occupait de nous-mêmes de l'appartement. C'est-à-dire qu'on allait faire le ménage entre chaque voyageur, donc tous les jours. Et moi, à ce moment-là, j'avais même pas mis en place de système d'arrivée autonome ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je donnais rendez-vous aux voyageurs, donc c'était de 17 h à 20 h les arrivées. Non, avant c'était de 17 h jusqu'à... Il n'y a pas d'heure. En gros, c'était à partir de 17 h. Donc en gros, si le client arrivait à 22 h, 23 h, etc., on venait avec notre petite voiture, ah bah, on vous donne les clés, allez, passez un bon séjour, ciao, à demain. Donc en gros, pendant une longue période, ça a été, waouh, fatigant quand même. Tous les jours, ménage, nettoyer l'appartement, laver les linges, ménage. Agaçant, vraiment agaçant. Au bout d'un moment, on a commencé à en avoir marre. J'ai dit, ah, mon appartement, il fonctionne super bien, ça marche du tonnerre. On peut peut-être engager une conciergerie, en tout cas, du moins se renseigner. Je contacte quelques conciergeries, etc. et je me renseigne sur les tarifs. On est à 20% du séjour, plus la collecte des frais de ménage. Donc déjà, personnellement, j'avais pas de frais de ménage sur l'annonce, étant donné que le prix de la nuitée était assez cher. À savoir que, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai loué ce logement, je le loue aujourd'hui encore actuellement, entre, on va dire, 150 et le maximum que j'ai fait, j'avoue, c'est 350. 350 la nuitée, et les nuits exceptionnelles, 31, etc., j'ai déjà fait 500 la nuit. Mais en général, sur un mois normal, ça tournait en tout cas, et ça tourne toujours entre 150 et 250 à peu près la nuitée, parce qu'on peut proposer des upsells, c'est-à-dire des choses en plus à nos voyageurs, comme des décorations romantiques, des choses comme ça. On peut mettre des choses à disposition, du champagne, etc. Donc on est vachement flexible sur cela, et ce qui augmente du coup le prix de la nuitée avec ces petits upsells. Du coup, j'ai commencé à me renseigner et contacter des conciergeries pour savoir quel était leur tarif et combien ça allait me coûter. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, c'était 20% plus la collecte des frais de ménage. Moi, c'était un petit peu cher. J'avais pas envie d'être impacté de 20% sur ce que je gagnais. Bon, même si ce que je gagnais, c'était déjà, je le reconnais, c'est déjà beaucoup d'argent. Mais j'avais pas envie d'être impacté de cela. Et je me suis dit, ok, bah, c'est ça les tarifs. Bon, pour l'instant, nous, on va continuer comme ça. Je vais le faire moi, ma femme, etc. On va se casser un peu le dos encore quelques mois. Puis après, on verra. Et puis un jour comme ça, je dis à ma femme, je dis, écoute, pourquoi on va prendre une conciergerie? En vrai, nous, on peut ouvrir une société de ménage. Parce que l'idée, c'était ça à la base.
c'est d'ouvrir une société de ménage pour que le ménage soit fait dans notre logement. Je dis, nous, on peut ouvrir une société de ménage. On va démarcher des gens, des entreprises, des commerciaux, etc. On démarche, quoi. Et puis après, si on arrive à se faire 4-5 clients au mois plus notre appartement, bah, c'est cool. Au moins, on aura une femme de ménage qui fera notre appartement et ça sera top. Donc, c'est parti de ça. Ma femme, d'ailleurs, que je salue, qui m'a toujours soutenu dans tous mes projets un peu farfelus et ambitieux. Je lui explique ça, je lui dis écoute, bah, pourquoi ne vous pas une société de ménage et puis elle me dit ok, bah écoute, si ça te dit, on lance, hein, qui tente rien à rien. On lance, donc on part sur le projet de lancer cette fameuse société de ménage. On commence à essayer de démarcher des gens sans succès, c'est vraiment sans succès. Surtout, bah, déjà le début, c'est ouvrir la société, d'accord, pour être juridiquement carré, on va dire. Déjà, bah, je me rapproche d'un comptable, etc. Je vais le voir. Je lui dis, écoute, moi, je veux ouvrir une société de ménage. Ok, d'accord. Il me dit, ok, monsieur Gendret, pas de problème. Société de ménage, vous avez des clients? Je dis, non, je n'ai pas de clients. Moi. Je dis, mais du coup, vous allez faire comment? Je dis, bah, je vais chercher. Je vais chercher comme tout le monde, quoi. Je vais me battre, quoi. Enfin, je sais pas, moi, je suis comme ça, quoi. Moi, je me mets dans quelque chose et puis après, on bosse, quoi. On se bouge le cul un peu et puis on y va. Je dis, bon, bah, ok. Bah, écoutez, si vous pensez que ça va le faire, allez-y. On fait les démarches pour ouvrir cette société, etc. On la lance. Et par miracle, je me fais en quelque sorte un peu démarcher par Airbnb. Parce que j'avais quand même ce logement, cet appartement que j'ai acheté, il était quand même sur Airbnb. Même si je faisais beaucoup de Snap, Insta et TikTok, on va dire 80%, 90% de mes clients quand même venaient de ce trafic-là. Et le reste, les autres 10-15% qui manquaient, étaient bookés par Airbnb. Mais j'avais été quand même en quelque sorte un peu démarché par Airbnb. Il me semble que j'avais reçu un mail, quelque chose comme ça, comme quoi il y avait la possibilité de devenir partenaire Airbnb. Waouh, c'est quoi ce truc? Moi, je regarde le mail, je dis waouh, attends. Je suis en train d'ouvrir une société de ménage. J'ai pas de clients. J'ai démarché 2-3 personnes sans succès. Là, je viens de recevoir un mail où on me dit que je peux être partenaire Airbnb pour justement m'occuper de différents Airbnb et faire le ménage dans des appartements. Waouh, quelle opportunité. Là, je me dis quoi? Bah écoute, Yann, on t'envoie un mail, il faut y répondre. Et on va la saisir, l'opportunité, si elle est là. En tout cas, on va la saisir comme il se doit. Du coup, je rentre en contact avec Airbnb, je fais différents calls avec eux, on s'appelle, etc. J'explique ma situation, hop, comment je suis, j'ai une société, j'ai cela, je suis associé avec ma femme, etc. Et puis, on fait les démarches. Au bout de 3 semaines, je deviens partenaire Airbnb. Et là, la machine est lancée. Bah, du coup, au final, je commence à gérer des logements qui ne sont plus les miens. Donc là, à la base, moi, je m'occupais de mon logement. Je commence à gérer des logements pour des propriétaires, du coup, qui me confient leur logement, dans lequel on va faire du full Airbnb, là. Donc, il n'y aura pas de réseaux sociaux, full Airbnb. Et ça part de là. Donc là, je commence à contacter du personnel, etc. Au début, en réalité, on est resté sur le même processus. C'est-à-dire que même quand on a commencé à prendre des logements à des propriétaires, c'est moi, ma femme, on faisait le ménage nous-mêmes. Bon, ma femme, on a fait un peu plus que moi. Je tiens à l'assumer quand même. Mais voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, je me suis donné, etc. On a vraiment fait le job jusqu'au bout. Et je pense qu'on a tenu, je crois, jusqu'à 7, 8 appartements max. Après, ça devenait invivable. Parce que ça commence le matin, ménage, et ça termine le soir, ménage. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à contacter des auto-entrepreneurs, etc. Et on a commencé un petit peu à déléguer notre business. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le parcours, on va dire, de l'achat à mes 19 ans jusqu'à, entre guillemets, où j'en suis aujourd'hui, ma conciergerie Airbnb, et avec laquelle j'ai géré déjà plus de 200-250 logements. Depuis le début, quand je dis 250 logements, j'ai pas dit que j'avais 250 logements actifs. C'est-à-dire que depuis le début, j'ai géré plus de 250 logements. Je tiens à le dire parce que les gens aiment bien parler un petit peu pour rien. Mais voilà, je le précise. Mais voilà, en tout cas, c'est le petit parcours de l'achat de ce logement jusqu'à la conciergerie Airbnb. Et maintenant, on gère une quantité de biens dans le Val-de-Marne pour nos propriétaires. Donc voilà. Bien sûr hein, que tout n'a pas été facile. Il y a eu des défis, des imprévus, des problèmes. C'était pas une période facile. Je parle vraiment de l'achat. Bon, l'achat, c'était compliqué hein, parce que voilà, il a fallu quand même remplir plein de papiers administratifs. Acheter en France, c'est pas forcément quelque chose de facile. Hein. Il demande plein de papiers, plein de choses, etc. Il y a quelque chose peut-être que je vous ai pas précisé dans le début de la vidéo, mais que je tiens à vous le dire quand même.
en toute transparence, dû à mon jeune âge, et franchement je trouve ça triste, sur le processus d'achat, dû à mon jeune âge, j'ai pas pu être financé, en tout cas tout seul. Ils ont exigé à ce que mes parents se mettent garant du crédit, quoi, de la maison, enfin de l'achat de l'appartement. Donc j'ai dû quand même mettre mes parents en garant pour obtenir ce prêt. Mais voilà, c'est quand même moi qui a financé le logement avec mes fiches de paye, etc. J'ai pas de pseudo-frères footballeurs ou de parents multimillionnaires qui m'ont dit tiens, on t'achète un appart et fais-en ce que tu veux. C'est pas le cas. J'ai travaillé pour en arriver là et je travaille toujours pour être encore plus loin qu'aujourd'hui. Mais chaque défi que j'ai surmonté, pour moi, c'est une leçon. D'accord. Il y a des choses qui ont été difficiles. J'ai fait peut-être des erreurs dans tout ce parcours. Mais je les retiens. Je les retiens pour aller de l'avant et pour évoluer et m'améliorer. Et je pense que c'est ce qui fait du coup le succès un peu de mon appartement. C'est le fait que moi je prends les retours, je prends les critiques pour vraiment m'améliorer et fournir encore un meilleur service à mes voyageurs, que ce soit pour mon appart perso, pour ma conciergerie. J'essaye vraiment de faire le maximum et de prendre le maximum de retours et de critiques pour qu'on soit encore meilleur tous les jours. La vie, c'est un combat et une épreuve pour moi. Je le vois comme ça. Il faut se battre, il faut faire des erreurs, il faut apprendre et surtout retenir ces erreurs pour s'améliorer. D'accord? Et les reconnaître surtout. Parce qu'il y a des gens qui font des erreurs, mais qui ne les reconnaissent pas. Et qui disent non, c'est pas moi, non, j'ai rien fait. Il faut reconnaître. On a merdé ici, on se le dit. J'ai merdé ici, j'assume. On avance. On avance, on va de l'avant. Et moi, c'est ma philosophie des choses. Et je pense que tout le monde devrait penser comme ça pour avancer et évoluer le plus rapidement possible. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent se lancer dans l'immobilier ou dans la location courte durée, je vais vous donner 2-3 conseils qui sont selon moi plutôt importants. Faites vos recherches vous-même, cherchez vos logements sur Le Bon Coin, sur Se Loger. Il y a tout plein de plateformes où il y a des logements qui sont proposés. Si vous pouvez éviter de passer avec des agents immobiliers, évitez. Moi-même, je suis agent immobilier, mais voilà, si on peut éviter les coms, on les évite. Ça peut être des fois plus rassurant pour certaines personnes, etc. Mais si on peut les éviter, autant les éviter. Ça fait 10, 15, 20, 30, 40, 50 000 euros d'éviter selon le prix du bien que vous allez acheter. Soyez prêts à travailler dur et à surmonter tous les obstacles qui viendront à vous. Parce que déjà, premièrement, quand on achète et quand on veut devenir propriétaire, il y a une série d'obstacles et de choses qui vont être compliquées et qui ne seront pas forcément dans vos compétences, où il va falloir apprendre. Donc, il faut rester solide. Donc, pareil, si on fait de la location courte durée, il va y avoir des pépins, de la casse, des voyageurs qui ne seront pas contents de vos services, etc. Il faut vraiment garder la tête haute, continuer, avancer, prendre les retours négatifs, retenir nos erreurs et s'améliorer. Et surtout, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est de croire en vous. Croyez en vous. C'est la seule chose qui fera une meilleure version de vous-même. Rien n'est impossible si vous y mettez du cœur et de la détermination. Voilà, c'était mon parcours vers le succès avec Airbnb après avoir acheté mon premier appartement à mes 19 ans. J'espère que cette vidéo vous a inspiré et vous a donné des idées. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires et vos sujets que vous souhaitez aborder. J'y répondrai avec plaisir et si je peux en faire une vidéo YouTube pour vous donner encore plus de valeur et plus de tips et de conseils, ça sera avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like et de laisser un commentaire si ça vous a plu. Je vous remercie, c'était Yann. Prenez soin de vous.